Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, ça va être de la pure bagarre qu'on va se faire entre nous parce qu'on va débattre sur plein de choses dont on n'est pas d'accord, sur ces élections, sur la dissolution, sur les législatives, sur ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la France sera à feu et à sang le 8 juillet. On va en débattre tous ensemble. Alors je vais présenter d'abord les personnalités qui sont ici présentes de la gauche à droite. D'abord notre ami Serge Federbusch, auteur, essayiste, Le sabre et l'esprit. Alors on a la couverture, on n'a toujours pas le bouquin, peut-être qu'il sortira jamais. Donc, c'est le bouquin qui sort jamais en fait. C'est le teaser, c'est ça, le plus long de l'histoire de l'édition. Ouais, ça c'était très long. Hein. C'est aussi long que celui de Piacentini pour le coup. Lui aussi c'est tous les dans 3 jours. Non, mais il faut savoir se faire désirer. Ça va être un ouvrage majeur, donc il faut que les gens se préparent. Ah bon? C'est un ouvrage majeur? Ah ouais. Bon, je suis pas sûr que les gens le désirent. Hein. C'est pas grave, ils s'y feront avec le temps. Bon, il faudra plusieurs siècles avant qu'on comprenne. T'es chaud là? T'es chaud? Bon. T'as envie de parler? T'as envie de dire des choses? T'as envie de balancer? On va s'amuser. T'as plein de secrets à dire? J'ai des tas de trucs à dire sur les autres intervenants qui vont les gêner vachement. Bon, j'espère bien. À ta droite, la Rastam, éditorialiste à Radio Courtoisie. Regardez comme elle est belle sur cette photo. Magnifique. Sur la photo. Elle a en vrai aussi, là. Mais c'est toi. Bah oui, c'est moi. Avec l'IA, c'est elle en IA, en fait. En fait, c'est moi à l'époque de... Quelle époque? Je prends mon mandat de conseillère municipale. C'est pas l'époque Jacques Chirac, quand même, non? Non. Ah bon, ça. Non, mais tu n'as pas changé. Tu n'as pas bougé entre la photo et là. Pas du tout, hein. Tu es sublime et resplendissante. Oh, Mike, après avoir vu nos followers, notre public lundi dernier, je suis regonflée là. À bloc là. Ah oui, je suis à bloc. Bon, là c'est la reine. Aujourd'hui c'est la reine. Hein. Une telle vague de sympathie, de soutien, je les remercie. Et là, oui, je suis en forme là. Bon, tu auras des choses à dire. Merci de m'avoir. Tu auras des choses à dire? Oui, je pense. Bon, très bien. Si on me laisse parler. Oui, parce que il y a un monsieur à ma gauche qui laisse pas parler les gens, surtout quand il s'agit de personnes de type féminin. Je pense que c'est une forme de misogynie, mais bon, j'espère qu'il va quand même laisser parler. On va voir. Merci à toi, Charlara. En face, un nouveau Franck Larekessou, il est RN recon. Je sais même plus ce que t'es en fait. Je l'ai connu chez Sarkozy. C'est vrai, j'ai commencé à l'UMP, mais j'ai fait la transition Reconquête et maintenant au RN Paris, je travaille avec Thierry Mariani depuis 1 mois et demi maintenant. Comment ça se fait là? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'à cause de toi, Éric Zemmour a écrit un communiqué où il pleure, il est triste, il est seul sur son bateau. Et oui, mais à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions. Alors, il ne prend pas les bonnes décisions? Ben non, la preuve que non. La majorité du camp Reconquête, je pense, veut cette union nationale. Aujourd'hui, nous la faisons. D'autres sont partis. Marion est parti. Il faut se poser les bonnes questions, c'est tout simplement. Toi, tu soutiens Marion alors? Je soutiens la décision de Marion, oui. Je crois que c'est une décision courageuse, pas la seule. Nicolas Bay, Guillaume Pelletier, Laurence Trochu sont partis également. Et ça me semble la bonne décision. Aujourd'hui, on a un énorme danger avec cette extrême gauche qui pourrait arriver au pouvoir. On n'a pas envie de ça et donc il nous faut l'union nationale. Je suis là, moi, pour faire barrage au Rassemblement national. Sache-le. Et enfin, à ta droite, Nicolas, j'allais t'appeler Eric, Nicolas Stocker, éditorialiste sur Radio Courtoisie. Lui aussi, regardez comme il est beau, là. Une image faite par l'IA. Certainement. On retrouve bien pourtant le crâne avec cette petite luminosité au-dessus qui reflète. Toi aussi, t'as des choses à dire. Je ne suis pas très photogénique. J'imagine, t'as des choses à dire, là. À quel sujet? Sur l'élection, sur tout ce qui va se passer. Alors moi, je vais faire une chronique sur le décrochage polaire. Ah. Ça s'appellera décrochage polaire, je décroche. J'espère que ça a un rapport avec ce qu'on va se passer aujourd'hui. Pourquoi ce temps pourri? Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sera peut-être qu'on aura envie de respirer un peu l'air frais du décrochage polaire. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que tous là, vous donniez votre avis sur ces élections, sans langue de bois, sans autocensure, sans poétiquement correct. Et moi, je vais vous balancer des trucs parce que j'ai aussi ma théorie du pourquoi, du comment de la dissolution. Tiens, d'ailleurs, la dissolution, cher Serge, c'était une surprise ou pas?
Non, moi je pensais que ça viendrait à la fin de l'année et que malgré leur couardise proverbiale, les LR finiraient, pour ne pas être complètement entraînés dans la spirale de la catastrophe macroniste, par voter la censure au moment du budget. Et je pense que tout le monde, enfin beaucoup de gens faisaient le même calcul, à commencer par Macron, qui savait que plus les mois passaient, une fois que les flonflons des Jeux Olympiques seraient dissipés et que les gens reviendraient à l'automne et verraient leurs feuilles d'impôt et puis la situation économique empirer, bon, il a fait le calcul qu'il y aurait une motion de censure, qu'il aurait perdu encore 6 mois, que pendant 6 mois il ne pourrait pas faire grand-chose et qu'en plus il aurait, alors là pour le coup, une image complètement catastrophique et dévastée. Donc il se dit que c'était, bon, il pouvait se la jouer un petit peu, prendre un peu de hauteur de vue et puis dissoudre comme ça pour faire semblant de tenir compte de l'opinion publique. Bon, la réalité, c'est que ce type-là prend les gens pour des cons, que en fait, et c'est son gros problème, il a surestimé, il a raison de les prendre pour des abrutis, en moyenne. Qui prend pas d'abrutis ? Macron prend les Français pour des abrutis. Ça il a raison de ça. Mais oui, ça a marché deux fois. Ça a marché 2 fois. Ça a marché au moment des Gilets jaunes. Il a réussi à faire peur à la bourgeoisie et qui a voté pour lui au moment des élections européennes. Il y a à peu près 5 ans grâce à ça. Donc il avait déjà réduit la casse, limité la casse. Il a eu raison au moment du Covid. Le Covid, c'était quand même un drame en matière de santé publique. C'est parce que l'État a extrêmement mal réagi et pour tout un tas de raisons que j'avais expliquées dans un livre d'ailleurs, qu'on est arrivé à une situation catastrophique. Mais il en a tiré parti pour se refaire la cerise politiquement, et donc ça a marché. Et bien il se dit pourquoi pas une 3e fois, jamais 203. C'est-à-dire que là, il veut créer le chaos en espérant, comme avec le Covid, comme avec les Gilets jaunes, à la fin, ramasser le morceau quand les bourgeois auront peur. Bon. Mais le problème, vous connaissez la phrase de Lincoln, c'est-à-dire on peut mentir à quelqu'un tout le temps, on peut mentir à tout le monde une fois, mais on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Bon. Et donc là, ça va trop loin, c'est-à-dire qu'il est possible et même probable que la 3e fois ne sera pas la bonne et que là, ses adversaires vont se réveiller. Moi, si j'ai un conseil à donner à ceux qui gagneront pas les élections législatives, c'est de ne pas se laisser endormir et de lui laisser très peu de temps pour refaire sa cerise politiquement. Et il faudra, si le camp national l'emporte, avoir vraiment comme objectif rapide de lui rentrer dans l'art et de provoquer sa démission. Merci beaucoup, cher Serge. Lara, donc du coup, cette dissolution, c'était quelque chose de préparé, ou d'après toi, ou pas ? Alors, moi, je pense que... j'étais surprise, ça, c'est peu le dire. On avait un live avec sur Géopolitique Profonde, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, et on commentait en direct tout ce qui tombait. Donc on a été vraiment surpris. En revanche, moi je pense qu'il a bien préparé, et il a préparé, c'est un coup d'État en réalité. Parce que en réalité, ce qui se passe, c'est l'impossibilité d'organiser sereinement une campagne politique, d'organiser sereinement un scrutin. Et lui, il savait parfaitement. Pourquoi pas sereinement ? Que juste le lendemain des élections européennes, avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire la difficulté de faire des alliances sereinement, la difficulté de mettre en place une campagne avec un vrai programme, il faut 15 jours pour un candidat pour ouvrir un compte de campagne. Donc, on est au bout d'une élection dont les frais n'ont pas été remboursés, ils ne le seront pas avant octobre-novembre. Donc vous avez tout un tas de candidats qui n'ont pas d'argent, qui ont échoué aux européennes, qui ne seront même pas remboursés ni rien. Donc c'est un coup d'État parce que c'est prendre les Français en otage d'un système démocratique qui va vriller cette fois-ci. Il va vriller, il va y avoir tellement de recours qu'on va se retrouver dans une gabegie insupportable. Chaque candidat aura un recours, ça je vous assure, parce que celui qui est en face, qui n'a pas pu déposer la bonne étiquette, qui n'a pas pu imprimer les professions de foi, fournir les bulletins, etc., pourra faire le recours. Donc on entre dans une période de grande perturbation. Une campagne, ça ne se fait pas en 21 jours, tambour battant, juste en sortant d'une autre campagne qui était quand même nationale et qui était lourde. Donc c'est un coup d'État. Merci beaucoup, chère Lara. Qu'est-ce que tu penses de cette dissolution ? Préparée, pas préparée ? Est-ce que c'est l'État qui panique, ou est-ce que l'État a vraiment réfléchi cette dissolution ? Réfléchir, ils n'ont pas l'habitude de le faire, mais je pense que Macron s'y attendait. C'est une évidence. Ensuite, nous, avec Jordan Bardella, on avait demandé la dissolution de l'Assemblée nationale si on arrivait à faire plus de 30% à cette élection, et ça a été le cas. Et surtout, le camp macroniste qui a fait un score catastrophique.
qui est très proche du score du Parti socialiste, qui est quand même bas. Enfin, le deuxième candidat, il est à 15-16. Nous, on est à 30. Donc cette dissolution, elle était indispensable. Ensuite, je peux rejoindre le fait qu'ils veuillent que le chaos s'installe, que ce soit compliqué pour les candidats, mais ça fait partie aussi du rôle des partis politiques de se préparer à ces éventualités. Et la dissolution, on en parle quand même depuis un certain moment. Donc je pense qu'il a préparé, mais je pense qu'il a fait un mauvais calcul. Et on le verra au résultat des élections de juillet, des législatives, parce que d'une part, nous, on va réussir à gagner, mais sa majorité, qui n'était déjà plus une majorité, va s'effondrer et va laisser passer le bloc dangereux de l'extrême gauche prendre la place. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que nous, on se mobilise et tous nos candidats sont sur le terrain, ont déposé leur nom en préfecture, donc nous, on est prêts. Au RN, vous êtes prêt, c'est ça? Oui, bien sûr. Pas RN Paris, parce que RN Paris, vous ferez 2, mais le reste de la France. On n'a pas fait un score pourri à Paris. Le RN est entre 8 et 10 à Paris. Vous avez fait 4 fois plus qu'un certain Serge Verbuch. J'en faisais partie, donc effectivement, on a fait... Là, c'est maladroit parce qu'il était dans l'équipe. J'étais dans l'équipe, donc non, là, pour le coup, le score, mais je pense que les Parisiens en ont assez aussi. Alors, effectivement, c'est le temps qu'on a tous vu cette carte bleue. Regarde comme il rigole, là. Regarde comme il rigole. Cette carte bleue avec un point rouge, Paris. Bon, voilà, c'est une anomalie. Paris n'est décidément plus la France. Je le rappelle même plus. Je pense que c'est une grossière erreur d'avoir... D'abord, on a vu cette fois-ci que les sondages avaient raison. C'est-à-dire que pour une fois, on avait la carte, la carte à la sortie de l'urne qui correspondait au sondage. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et je pense que c'était une erreur de demander la dissolution à ce moment-là parce que vous vous êtes vous-même privé de fêter la victoire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes reparti à faire campagne comme si rien n'était, comme si vous étiez tout neuf, etc., que vous découvrez la Lune, alors que vous deviez profiter de cette victoire. Profiter de quoi? Parce que c'est l'élection européenne, on nous aurait dit que ce n'était pas un scrutin national, ils l'ont déjà dit d'ailleurs, en sachant qu'ils allaient perdre les élections, ils ont dit... Vous auriez dû occuper pendant 3 semaines tous les plateaux télévisés pour fêter cette victoire, pour faire promouvoir... La victoire aujourd'hui, c'est ne plus laisser 3 ans à la Macronie détruire le pays. Voilà, tout simplement. Donc la victoire, elle sera fêtée le 7 juillet. Il fallait demander la démission du président. Mais l'herbe était... Non, la dissolution. Non, on avait demandé la démission et la dissolution. Je veux juste laisser parler notre ami Nicolas qui est là, qui attend. Alors déjà, qui veut dire que je riais non pas de l'embarras qui était le leur, ni à Serge, ni à Franck, évidemment, mais je riais de tes méchancetés et je me disais, voilà, Mike revit, là, il est comme un poisson dans l'eau pendant quelques semaines puisque c'est sa matière, l'élection, l'analyse politique. T'as déjà été candidat, Mike? Il a beaucoup souffert depuis quelques semaines de géopolitique où des fois, je pense que les sujets éventuellement le barbaient un peu. Mais non, faux. Et là, je crois que là, monsieur dit des méchancetés fausses. Il renaît de ses cendres tel le phénix. Un vrai macroniste. Il parle en vrai macroniste. La dissolution. C'était censé être le plus à droite de non, c'est lui le plus à droite. La bande non. Ah non, c'est Nicolas qui est plus à droite. Pour la dissolution, qu'est-ce que t'en penses? Alors j'en pense que beaucoup, moi je vais rire un peu quand même des réactions des uns et des autres, pas ici, mais par exemple sur les personnes d'hier, même si le sujet était autre, mais il y a des personnes qui étaient là hier, dont j'ai entendu l'analyse, c'est-à-dire c'est la gestion par le chaos. Bon, mais alors, s'il n'avait pas dissous, s'il n'avait rien fait, que n'aurait-on entendu? Oh, encore une fois, c'est le déni, il ne veut pas nous entendre, et ça aurait continué comme ça. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être l'ontologie du mal chez Macron, mais qu'il y a les deux faces. Il y a une face qui est la mise à l'épreuve, et je crois qu'il est plus que temps qu'il y ait une mise à l'épreuve, et on ne peut que se féliciter qu'il soit le liquidateur aujourd'hui. Moi je me marre, c'est vrai que je me marre beaucoup quand je vois Pécresse, quand je vois Bertrand, quand je vois tous ceux qui ont mis le gaullisme et qui ont mis le patriotisme là où il est aujourd'hui, alors qu'ils en étaient en tant que gaullistes les héritiers. Ça me fait énormément plaisir ce qui se passe à LR aujourd'hui. Et ça, j'ai envie de dire, on le doit quelque part à cette dissolution, qui est certes une dissolution à la hussarde. C'est le maître des horloges, il nous l'a dit depuis le début. Donc, et là, c'est l'autre face de Macron, c'est son aspect plus maléfique, c'est-à-dire qu'en effet, en réduisant très fortement le temps de campagne, Darmanin, semble-t-il, souhaitait cette dissolution, mais il l'a souhaité en septembre, ce qui explique un peu, là, sur les photos, l'état de sidération de son gouvernement, c'est qu'il le précipite, c'est qu'il rende la situation intenable,
juste avant les JO. La première réaction d'Anne Hidalgo, à mon avis, n'était pas feinte quand elle dit mais c'est juste avant les Jeux Olympiques. Il va y avoir une tension extrême. Je suis tout à fait d'accord avec Franck. Le bloc central va s'écrouler. Si nous sommes dans les projections des élections européennes, ils n'auront peut-être pas de députés, ou 2 ou 3 députés maximum. C'est-à-dire ça peut, à part dans les Hauts-de-Seine, et ici ou là, il pourrait très bien y avoir demain à l'Assemblée, d'abord une majorité absolue et assez nette du Rassemblement national avec leurs alliés, mais contre en effet un second bloc lié au gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dissolution, c'est faite sur un coup de tête. Elle n'a pas été préparée. Non, j'ai pas dit du tout ça. Si, parce que le fait que le bloc central se casse la gueule et ne fasse pas très peu de députés, j'imagine que c'est parce que... Serge a dit quelque chose de très juste aussi quand il a dit qu'il s'attendait à une dissolution pour la fin de l'année parce qu'il s'était dit, lorsque Attal va être censuré, je n'aurai guère le choix que de dissoudre à ce moment-là. Et on connaît Macron, il refuse qu'on lui impose les choses. Là où je suis pas totalement d'accord avec Lara, c'est que je crois que par rapport au RN, en fait, on pourrait même ironiser en disant « Ah bon, il y a eu des élections européennes ?» Mais il a annulé, il a invisibilisé le résultat et les conséquences qu'on aurait pu en tirer. Une heure n'était pas passée qu'il se remettait au centre du débat, qu'il se remettait comme d'habitude. Alors certes, oui, c'est du narcissisme, oui, c'est un adolescent pour te répondre est-ce que c'est voulu ou pas, mais non, en même temps, il l'a calculé pour avoir un maximum d'emmerdes pour l'ensemble de la classe politique. Et il en tirera, à mon avis, et ça sera l'autre aspect, à mon avis, des discussions qu'il faut qu'on ait aujourd'hui. Moi, ce que je crains, c'est qu'il y ait après un 3e tour. Parce que je ne vois pas comment le RN peut perdre cette élection. Ah bon? Franchement, mon point de vue... Allez-y. Pour revenir sur les calculs hasardeux de Macron, parce que ce sont quand même des calculs hasardeux, c'est en fait un peu une bombe incendiaire qu'il a lancée dans un système qui était déjà au bord de l'explosion. Je crois vraiment que c'est le début d'une vraie spirale révolutionnaire. C'est-à-dire que le désordre qui va s'engager, qui a commencé à s'engager, s'arrêtera pas. Quoi, c'est une guerre civile? Une prochaine guerre civile? Pourquoi? Parce que je pense que le pari qu'il a fait, de pouvoir reprendre la main après le chaos, c'est un pari qui commence déjà à échouer. Premier exemple, et là ça m'a surpris, la capacité quand même de la gauche à se réunir en 24 heures. On le savait. Ça a toujours été. Non, c'est pas vrai. Ils se sont toujours rassemblés. Il y a eu des moments. Droite, le fascisme. Il y a eu des moments. Très peu. Il y a eu des moments. Lesquels? Mais à plusieurs reprises. Elle a dit lesquels? À plusieurs reprises. Ça veut rien dire, ça. De front de gauche. Moi, je veux des exemples concrets, précis. Allez. On va revenir un peu en arrière. Il y a eu des législatives, par exemple, en 78. Tout le monde était... Mais oui, mais quand on fait de la politique sur le long terme, il faut analyser les choses sur le long terme, parce qu'il y a quand même des exemples qu'on peut tirer. En 1978, moi je me souviens, tout le monde était persuadé que l'union de la gauche allait triompher. C'était écrit, garanti sur facture, Mitterrand, Robert Fabre pour les radicaux de gauche et Georges Marchais. Explosion de l'union de la gauche en live. Et qu'est-ce qui s'est passé en 78? Divine surprise pour Giscard d'Estaing. Et d'une certaine manière... Donc Macron va avoir la majorité absolue. Non, mais je ne dis pas ça. Non, mais là, vous m'objectez quelque chose comme quoi... Ce pari est osé. De tout temps et en tout heure... Non, pas dit de tout temps, mais ça fait quand même 15 ans... Donc c'est pas vrai. Il y a eu des cas où la gauche s'est fracassée en se divisant. Par exemple, en 1986, en 1978, je vous réponds factuellement. Elle était unie en 1978, elle ne l'était pas en 81, et en 81, elle a gagné en étant divisée. Si tu veux qu'on revienne sur l'histoire des élections. En 81, elle a gagné, mais pas ça c'est absolument pas passé comme ça. En 81, elle a gagné une présidentielle, et ça, c'est un élément important pour comprendre ce qui va se passer. En étant divisée. La grande faiblesse, là j'anticipe sur la suite des discussions, la grande faiblesse du RN ou du camp national aujourd'hui, c'est que pour prendre le pouvoir et réformer la France, la seule séquence possible, à mon avis, c'est gagner une présidentielle et gouverner par référendum. Et gagner une législative, c'est ça le piège. Ça sert, on dira pourquoi ensuite, pas à grand chose. Bon, donc voilà, il y a malgré ça, il y a eu une capacité avec le feu à la baraque pour la gauche de s'unir. Deuxièmement, à droite, il savait qu'il y aurait tous les traîtres, les beefsteakards de LR traditionnels, les Pécresse et compagnie, qui en fait
Évidemment, on refuserait toujours avec la grande rhétorique des camps de concentration, des heures les plus sombres, etc., l'alliance avec le Rassemblement national. Mais je pense que malgré tout, il y a une dynamique, et on verra ensuite, on en reparlera aussi, qui fait que le RN est quand même aujourd'hui en position de force dans la droite globale. Donc ça, c'est un début de chaos. C'est le début du chaos, c'est-à-dire que le pari... Mais pourquoi ? Parce qu'il n'est pas certain, contrairement à ce qu'il pensait, que le Parlement soit ingouvernable. Parce que son pari à lui, c'est que le Parlement soit ingouvernable pour que la merde s'installe tout de suite. Mais c'est pas du tout... Franck n'a pas beaucoup parlé. Elle s'installera, mais pas forcément tout de suite. Non, mais ça, je suis d'accord que c'est son pari et que ce soit ingouvernable. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que nous voulons la majorité absolue et que nous faisons cette grande union. Mais ça ne suffira pas. Mais si, on verra. Nous pouvons avoir la majorité absolue. T'es sûr de ça ? Bien sûr que nous pouvons l'avoir. Comment on peut l'avoir ? Nous avons des alliés partout, regarde. Okay. Là, on a déjà réussi à faire ce pari avec Éric Ciotti, avec 70 candidats qui seront soutenus par les deux listes. Il y aura des candidats qui ne se présenteront pas ou qui ont décidé de ne pas se présenter face à des candidats du RN, des candidats qui étaient chez Reconquête avant ou ainsi de suite. Donc on a la possibilité de faire cette grande union. Mais on disait le RN a gagné. Non, on n'a pas gagné encore une fois. Il y a une prime majoritaire très importante. Il y a une prime majoritaire, mais ce n'est pas la présidentielle non plus, c'est des scrutins différents. On dit qu'il y a la prime pour les législatives suite à la présidentielle. Là, c'est suite à une européenne aussi, il ne faut pas l'oublier. Heureusement que ce n'est pas la présidentielle. Donc j'espère qu'il y a cette prime. J'espère qu'il y a cette prime. Mais si nous sommes en train justement de montrer qu'aujourd'hui nous avons des alliés. Cette élection aurait gagné plus facilement, à mon avis, une législative qu'une présidentielle. Non, mais cette élection aurait eu lieu il y a 6 ans. On n'aurait eu personne pour venir nous soutenir et le RN aurait été peut-être seul. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Voilà, c'est tous les jours qu'on voit des gens se rassembler autour de nous, de la société civile ou d'autres partis qui n'ont patriotes. Pas de parti, ou qui ont un mais parti, qui n'ont pas de parti ou pas, peu importe. Aujourd'hui, suspendu à une décision de justice. Mais oui, mais je préfère avoir Charles Prats député qu'une Valérie Pécresse ou un Xavier Bertrand. Mais ça, c'est votre stratégie habituelle, c'est-à-dire la stratégie du venez chez nous, pratiquement. Mais en réalité, je pense que sur une initiative vraiment d'union, sauf qu'on avait du mal à le faire. C'est pas une politique d'union, ça. Je pense que la dynamique et que la prime majoritaire des élections législatives permettent de leur assurer, et je trouve que, et d'ailleurs c'est une bonne chose, et moi je voterai utile sans aucun état d'âme, je voterai utile, j'ai voté de conviction, j'ai eu un vote de conviction aux européennes et aux élections législatives, je vais voter utile, je le dis dès à présent, je voterai Bardella. Tu peux voter utile, Asselineau, il peut être Premier ministre, voilà. Je suis désolé. Non, faudrait-il déjà qu'il puisse avoir des candidats, parce que justement c'est le piège. Alors, je termine juste, je pense que les élections législatives sont à la portée du Rassemblement national parce qu'il y a une prime majoritaire. Par contre, j'émets toujours les mêmes doutes sur la capacité du Rassemblement, enfin d'un candidat ou d'une candidate du Rassemblement national à pouvoir gagner une présidentielle, parce que là, je suis désolé, législative, au second tour, il est difficile. Mais pas du tout hors sujet. Mais bien sûr que dire, on aura peut-être très rapidement une présidentielle après la législative. Mais jamais de la vie va démissionner Macron. Attendez, Lara, je veux entendre Lara, elle est très loin derrière, malheureusement. Non, là, pour l'instant, je ne fais qu'écouter. C'est vrai. C'est très peu elle rigole. Je pense. Amène un peu d'intelligence, là, parce que ça m'érisse le poil. Vas-y. Donne des contre-arguments. Vas-y. Je pense que, oui, il y a des chances que RN arrive au pouvoir, enfin, arrive en majorité absolue. Ce serait d'ailleurs très intéressant de voir comment vont réagir les institutions avec des ministres RN et un gouvernement RN. Et quelque part, peut-être, ça peut être aussi une porte de sortie, justement, montrant que, non, c'est pas si affreux que ça d'avoir un ministre de l'Intérieur de droite avec une sécurité qui serait peut-être redressée. J'aimerais tellement espérer que ça puisse arriver, mais à mon avis, il n'y aura pas de majorité absolue. Il y aura une majorité relative. Et donc, du coup, quelles sont les conséquences ? Les LR vont jouer justement la carte de la division et vont aligner les candidats LR pro-Macron partout. Et donc, il y aura bien un bloc qui empêchera d'avoir une majorité absolue à quiconque. Mais dans des cas triangulaires, j'aimerais que tu expliques, parce que c'est... Qu'est-ce qui permettrait... Les triangulaires vont être très difficiles avec les 12% et demi d'inscrits. En fait, il faudrait que... Mais à voir si ça ne va pas passionner les Français, cette élection éclair, cette élection un petit peu coup d'État, à voir. Non, encore une fois, vous parlez des candidats là, qui pourraient effectivement se retrouver en face des candidats de l'Union nationale, mais pensez aux électeurs. Je crois que les électeurs aujourd'hui
sentent le danger de cette extrême gauche et iront faire le vote utile, comme Éric l'a dit. Il y a un vote utile, oui, là c'est clairement un vote utile pour le gouvernement français. Donc il y aura peut-être des candidats, mais les gens vont se déplacer pour aller voter. Vous imaginez aussi qu'il y a des électeurs qui ont très peur de l'extrême droite au pouvoir. Mais il y a les deux. Est-ce que je peux intervenir sur il y en a un petit peu. Je peux intervenir parce que là, on est entré un peu dans la politique fiction, majorité absolue ou majorité relative. À mon avis, c'est pas tellement, je dirais, la dynamique en tant que telle, même si elle va jouer beaucoup, évidemment, pour le Rassemblement national qui sera forte, parce que il a peu de temps. Finalement, pour se mettre en place. Et puis, chez les LR, il y a quand même beaucoup de bordel et le fait que ça va pas, ils vont pas trouver des relais très importants. Cela dit, c'est vrai, par souci de cohérence, il y aura une dynamique puissante. À mon avis, la clé du scrutin, et c'est extrêmement difficile à anticiper pour savoir si ça sera une majorité relative ou une majorité absolue, c'est l'abstention réciproque des électeurs LR et des électeurs socialistes qui, face à un choix entre RN et un Mélenchon LFI, préféreront rester chez eux, parce qu'ils ne veulent pas d'un parti qui soutient le Hamas, par exemple, pour des socialistes. Il y a encore beaucoup d'électeurs juifs, par exemple, qui votent socialistes. Jamais ils voteront même... ils n'iront pas voter RN, mais ils ne se déplaceront pas. Donc. Et, à contrario, à droite, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura pas mal d'électeurs LR qui, entre le RN et un LFI ou même un socialiste, n'iront pas voter. Donc, ce qui va être, à mon sens, la vraie clé du scrutin, et c'est très difficile à entrevoir, c'est l'abstention relative dans chaque camp des forces qui permettront de passer, justement, d'arriver en tête. Mais moi, je pense que c'est Macron, la Macronie, c'est un Janus à deux faces. Enfin, il y a cette face, en effet, plutôt de gauche, et je ne la vois pas, en effet, aller voter pour l'extrême gauche. Là, je te rejoins. Autant même les socialistes. Mais par contre, un face-à-face entre l'Union nationale, le RN et ses alliés, face à un LFiste, je pense que la frange centriste et centre-droit de la Macronie ira plutôt, à mon avis, vers l'Union nationale. Je le pense. Mais là, vous parlez à mon avis, ils iront plutôt à l'abstention. Mais là, vous parlez comme si... Ils vont prendre en considération le gros risque. S'il vous plaît. Même, encore une fois, c'est le gros risque de cette acte. Là, vous parlez comme si le parti de Macron allait faire ils vont être laminés, ça c'est sûr. Vous êtes sûr que ça ? Oui, ça 12,5% des inscrits, ils vont sauver les meubles lourd, avec les fameux entretiens, soi-disant, entre l'Archer et les équipes de Macron pour éviter d'envoyer des doubles candidats sur certaines circos, notamment dans les Hauts-de-Seine. On a vu que ça s'était passé comme ça, donc ils vont peut-être sauver quelques meubles. Mais le reste, et puis ça n'est pas que de la politique politicienne et de la tambouille. Quelle est la force, entre guillemets, maintenant c'est plus une force, d'un parti au pouvoir et du macronisme en particulier? C'est de rassurer les bourgeois et de rassurer surtout les retraités. Et là, en créant ce désordre, ce chaos, d'accord, Macron ne les rassure plus. Donc je pense que ça va le laminer politiquement et avec lui tous les espèces de justement, ils vont voter pour lui pour être rassuré à nouveau. Mais non, parce qu'il n'est plus rassurant. C'est ça son problème maintenant. Il n'est plus rassurant. Donc je crois qu'on peut considérer comme acquis la disparition au moins temporaire du macronisme, ça c'est sûr. En revanche, comment les abstentions au deuxième tour vont se faire dans un camp comme de l'autre, c'est là dont dépendra l'issue du scrutin. Parce que là, notre ami c'est trop compliqué pour Mike. Notre ami Serge est un peu trop confiant. Et je trouve que là, à droite, c'est trop compliqué. Non, mais moi, chère Lara, moi je trouve qu'à droite, vous êtes vraiment très très confiant. J'ai l'impression que vous allez, que tu crois qu'il va y avoir 500 députés de droite. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que le macronisme, essentiellement, va s'écrouler et va se retrouver à 30-40 députés ? T'as rien compris. Mais il y a tout un tas d'apparentés LR et socialistes qui vont pas rentrer dans l'union et tout ça. Enfin, c'est tout à fait possible qu'ils gardent quand même des soutiens à travers les coalitions. Cette histoire de Gérard Larcher qui négocie et les LR sur le terrain, ils sont quand même les plus capables à faire des campagnes rapides
et sortir le matériel. Puis il y a Horizon qui est d'ancien LR. Ah oui. Faut pas, vous les oubliez ceux-là en fait. C'est un horizon très lointain. Là. Oui, c'est ça. Mais on les oublie pas. Ils y sont déjà où ils ont déjà voté pour eux. On parlait des Pécresse et tout ça, mais ça a déjà voté Macron, ça a déjà fait passer Macron. Donc c'est la même chose, encore une fois. Je vous dis que les électeurs aujourd'hui sur le terrain, du retour de terrain, ont envie que cette union nationale se fasse. Donc ils iront. Mais elle se fait pas. Mais si elle se fait, on peut pas dire qu'elle se fait pas. Encore une fois, il y a les 70 candidats LRRN. Mais c'est tout. Il y a des candidats de reconquête où il y aura pas de candidat RN ou vice versa. Donc l'union, elle se fait. C'est pas vrai. Et encore une fois, c'est pas la même union que le Front populaire. Non, mais je suis d'accord. Ça s'appelle une union de gouvernement, absolument. Mais quand on a créé l'UMP, quand on a fait le parti unique, c'était une connerie sans nom. Mais on faisait des unions avec l'UDF, le RPR et ainsi de suite. Bon, ben on fait la même chose. Voilà, on fait la même chose. Donc oui, un bloc central va se reconstruire parce qu'ils vont tous se rassembler, mais avant de se reconstruire, il va couler. Voilà. T'es d'accord avec ça ? C'est très probable qu'en effet, je dis, les projections même des européennes, et avant même la dynamique entre les européennes et les élections législatives anticipées, montraient déjà une projection où, dans la plupart des cas, du fait de cette prime majoritaire, on le voit bien, c'est 14% Hayé. De 50%. Oui, mais Hayé, c'est quand même une mauvaise candidate. Ça fait 7%. Ça compte pas. Ça fait 7%. Il faut faire 12,5 des inscrits pour pouvoir être dans une triangulaire. Moi, j'ai connu. Ça va être extrêmement compliqué. Il faudrait pratiquement qu'il double, qu'il y ait vraiment une vraie dynamique Macron. Alors, pour revenir sur ça veut dire une que ça serait partie quelqu'un qui a fait 25% avec le taux d'abstention. Exact. Normalement, voilà. Donc, on sera tout seul. Donc, c'est vraiment très compliqué. Il y aura très peu de triangulaires. Il y aura très peu de triangulaires. Ensuite, oui, Macron, mais il a déjà perdu cette partie d'électorat, en effet, de boomers, de retraités. On voit que depuis, il l'a perdu au moment des européennes. Il essaie par tous les moyens, on le voit bien, la presse actuellement insiste en disant « Oh là là, les taux augmentent, oh là là, les boomers vont perdre leur épargne, les marchés commencent à s'inquiéter ». Il va y avoir cette tentative, et inversement, avec l'extrême gauche, « Oh là 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 là, l'extrême gauche, le couteau entre les dents, les pauvres vieux, vous allez voir ce que vous allez voir ». Donc il y a une tentation. Mais à mon avis, ça ne fonctionnera pas, et je suis assez d'accord avec Serge, d'essayer de terroriser l'électeur, de lui faire peur pour le ramener au bercail de la Macronie. En tout cas, je pense que ça ne se fera pas. Je lis les commentaires de nos auditeurs, des commentaires qui sont vraiment excellents. J'ai l'impression de revoir les auditeurs de Radio Courtoisie. D'ailleurs, je vous salue, chers auditeurs. Vraiment, excellents commentaires. Hein. C'est eux qu'il fallait inviter. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, mais chers amis là qui sont autour de la table, vous êtes bien naïfs. Macron n'est pas mort enterré comme vous voulez le dire. On ne dit pas ça. C'est ce que vous dites. Non, c'est temporaire. On a dit que là, cette élection-là, il va les perdre. Bon, voilà. C'est un plan pour justement restructurer. Il avait à moitié fusillé le PS et à moitié fusillé les LR lors de sa première présidentielle et la deuxième aussi d'ailleurs. Là, il sait que ce groupe n'est plus assez nombreux. Donc il faut foutre la trouille à ceux qui peuvent encore le rejoindre. C'est ce qu'il est en train de faire. Il sait que là c'est perdu, il joue le chaos, on est d'accord là-dessus, pour rassembler ces centristes, on les appelait le groupe centriste. Il croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de majorité absolue et que justement l'instabilité... Bon, prenons, alors on va entamer maintenant le jour d'après, hein, qu'est-ce qui se passe ? Admettons que le RN n'est pas la majorité absolue, simplement une majorité relative, même forte. Disons, mettons 240 ou 250 députés, ce qui serait déjà, il faut voir qu'ils partent de 89. Donc développe tes deux hypothèses. Oui. Il a la majorité absolue, il a la majorité. Là, il ne l'a pas. Là, il ne l'a pas. Première hypothèse. Ça veut dire que le gouvernement Bardella, s'il arrive à le constituer, ce qui ne sera pas une mince affaire, eh bien, il aura contre lui. Enfin, il n'aura pas de vraie majorité à l'Assemblée, ou alors des supplétifs LR qui seront des planches totalement pourries. Il aura l'Élysée contre lui, d'accord ? Il aura le Sénat contre lui, il aura la magistrature contre lui, la haute fonction publique, les médias, le monde de la finance. Bon, mais c'est cuit d'avance pratiquement. Bon, surtout qu'il ne peut pas gouverner par référendum pour permettre au peuple de trancher le chaos qui s'en suivra. Bon, maintenant, alors juste une petite insiste pour te dire que là, je trouve en effet un peu amateur notre Assemblée nationale qui aurait dû dire dès le début, nous assumerons Matignon à la condition expresse d'avoir une majorité absolue, sans quoi, eh bien, nous. Mais ça, ils n'ont pas besoin de le dire, de toute façon, concrètement. Et puis ils vont pas non, ils n'ont pas intérêt non plus à commencer à envoyer des signaux qui vont brouiller la compréhension des électeurs. Non, le but c'est qu'on arrive au pouvoir et qu'on gouverne.
stratégie électorale. C'est quoi le but? Mais qu'on arrive avec une majorité absolue. Il nous faut la majorité absolue. C'est pour ça que je demande à tout le monde de se mobiliser. Oui, mais comment faire la majorité absolue? Parce que, ok, certes, tu fais des 32% au premier tour. Ok. Et la mobilisation du second tour, comment elle arrive? Sur la majorité absolue, je parle. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a le même problème qu'à l'époque à l'UMP, c'est-à-dire qu'on faisait des gros scores au premier tour et au second tour, on n'arrivait pas à faire la majorité. Bon, il y avait des gros scores aussi. Mais là, il y a une telle dynamique et on joue sur cette dynamique et dire aux Français, notamment, encore une fois, qui craignent cette arrivée de l'extrême gauche, qu'il n'y a qu'une seule solution aujourd'hui, c'est nous. Il n'y en a pas d'autre. C'est nous la seule solution pour faire barrage à ça et pour redresser le pays à partir de 8 juillet. Donc oui, on le dit, il nous faut cette majorité absolue. Et une fois la majorité absolue, nous gouvernerons convenablement. Et nous montrerons pendant 2 ans et demi aux Français ce qu'il en est de reprendre un pays qui a été mis à sac pendant 7 ans par la Macronie et de le remonter un petit peu pour arriver en 2027 au présidentiel et les gagner aussi, c'est tout. Charles Lara. Moi, j'espère qu'il y aura une majorité absolue, mais c'est dans le cadre d'une majorité relative. Effectivement, Macron va démontrer et complètement discréditer les RN en disant voilà, ils ne savent pas gouverner, etc. Parce que dans ce cas-là, c'est. Et puis. Et à quoi ça lui sert de faire ça? Parce qu'ils ne se présentent pas en 2027. Le lendemain et tout ce qui va se passer suite à l'arrivée d'une majorité relative ou absolue à l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer dans les rues? Qu'est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va vivre la suite Naël, la suite C'est quand même fou qu'on se pose cette question en France. Oui, comment on va se Mais c'est pas étonnant qu'on se la pose, puisqu'il nous explique depuis le début. Non, mais c'est fou qu'on en soit. Ça va se produire. Ça fait 40 ans. Et la gauche, l'extrême gauche, aujourd'hui, dit soit c'est nous, soit c'est Hitler. Donc, vous imaginez bien que des gens qui vous disent soit c'est nous, soit c'est Hitler, si c'est Hitler, ils vont pas rester l'arme au pied. Oui. Ça, on n'y croit pas une seconde. Ah non, bien sûr. Donc, ça veut dire que ça se terminera mal. D'où le fait que j'ai chroniqué la semaine dernière, si tant est que tu t'en souviennes, Mike, sur cette tentation de la révolution de couleur. C'est-à-dire un président qui vient d'être élu, c'est-à-dire qu'on peut arriver vers la guerre civile. C'est ça que tu veux dire ? On peut arriver, à mon avis, il y a une volonté actuellement de créer cette extrême tension entre les deux camps, l'Union nationale et les gauches, qui pourrait déboucher sur de grands troubles dans la rue. Et oui, je verrais très bien, surtout en plus avec la précipitation des Jeux Olympiques en même temps, je verrais très bien, à ce moment-là, une loi martiale. Je verrais très bien Macron reprendre la partie autrement. Je pense qu'il y avait 150, je le répète, 150 conseillers de Biden et des Américains qui étaient, après les cérémonies du 80e anniversaire du D-Day en Normandie. Il y a eu une visite d'État. Je pense qu'il y a actuellement énormément de choses qui se préparent. Rappelons les rumeurs sur le fait que Van der Leyen aurait été informé de la dissolution avant Darmanin, avant son Premier ministre. Ouais. Donc on peut se demander ce qui éventuellement se trame. Est-ce que ça c'est vérifié? C'est Bild, c'est quand même un magazine allemand sérieux qui le dit. Ouais. Alors moi ce que je crois d'abord, s'il y avait vraiment des émeutes de couleur, pas de couleur, les banlieues qui s'embrasent, etc., ça serait la meilleure chose qui puisse arriver au Rassemblement national, surtout s'il avait la majorité absolue. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que ce seront des factieux. Quand on n'a pas le président de la République. Ce seront des factieux. Mais quand tu es au gouvernement, c'est toi qui as le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Mais pas les préfets. Mais bien sûr que si. Ils ont été nommés par le pouvoir précédent. Mais ils ont été tous nommés par les prédécesseurs. Je suis désolé, je n'ai pas la jouer au Cador. J'ai pas la jouer au Cador, mais j'ai plus de 40 ans d'administration derrière moi. Je sais à peu près comment ça fonctionne l'appareil d'État. Donc si jamais tu joues au Cador un peu. Mais oui, mais c'est la réalité. Et pliez le genou et. Non, vas-y, laissons-le parler. Alors, je crois vraiment que s'ils ont la majorité absolue, ils auront la main sur la place Beauvau, sur la place. Mais non. Mais Macron était extrêmement fragile quand il est arrivé en 2017. Il n'avait pas de vrai parti derrière lui. C'était une bleusaille, un blanc-bec. Il a quand même réussi à écraser. L'appareil d'État n'a pas pu avec les gilets jaunes. Avec les gilets jaunes. Mais alors qu'il était faible politiquement. Tu mets de l'eau à mon moulin. Mais non, il était faible politiquement. Ils obéissent.
ils sont légalistes et heureusement d'ailleurs, ils obéissent au gouvernement. 80% des flics votent RN et 80% des flics ont tabassé les gilets jaunes. Dis-moi, au RN, vous en parlez de ça? Bon, ils sont loyaux. Attends. Est-ce que vous en parlez de ça au RN? Mais bien sûr, ce sont des choses qui nous préoccupent. J'ai pas fini mon... Oui, mais tu le diras après, t'inquiète, t'as encore du temps. C'est la sécurité des Français et on sait qu'il y en a qui pousseront à ça. Et Macron le laissera certainement faire. Pour lui. Mais nous, on sera prêts. C'est pour ça, encore une fois, cette majorité absolue, on y revient. Il faut vraiment démarrer. Est-ce que vous avez 10 000 Russes qui vont faire face aux 10 000 Polonais 10 000 Russes, non, mais on a les Français, vous savez. Ah oui, on a les Français, on a les policiers français, on a les militaires français. Et donc, il faut arrêter de faire croire qu'on serait incapable de gérer ça, comme le dit Serge. Il a géré le gilet jaune. Non, mais encore une fois, c'est pour ça qu'il nous faut la majorité absolue. Je vous promets que le soir où on aura la majorité absolue, les services d'État iront voir Jordan Bardella et lui diront qu'est-ce qu'on fait. Non, mais on a quand même le droit de s'exprimer, monsieur Ferrer. Évidemment, quand même. Non, mais j'ai pas... Tu monopolises la parole de Bardella. Heureusement, c'est moi qui ai le plus de choses intéressantes. Voilà, monsieur a fait l'ENA. Monsieur a fait l'ENA. On parle pas en même temps. On essaie de les foutre dehors. On ne parle pas en même temps. C'est les élections du dégagisme. C'est une injure. Et tu nous mets un énarque autour de la table. Lara, là pour l'instant, t'es celle qui a le moins parlé. Oui, et moi je... Laissez parler les dames. On oublie une donne, c'est que ça va se passer dans le peu de temps avant les JO, qu'on a fait venir quand même les militaires polonais allemands sur le territoire français, bizarrement. Oui, 10 000 soldats à Vincennes. 10 000 soldats à Vincennes qui sont prêts à obéir, non pas au préfet, mais à un président. Et non même pas un ministre de la Défense. Eh oui, ça ne sera pas que des Français. Laissez parler, madame, je confirme. Ils vont s'en foutre complètement de qui est à l'Assemblée, majorité, relative, absolue ou autre. Les ordres, ils vont les recevoir. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Par le biais de... je pense que ça ne va pas se passer comme on pense. C'est-à-dire que si demain, le Rassemblement national est au gouvernement, qu'il y a un ministre de l'Intérieur, de Rassemblement national, il y aura quand même du bordel, c'est ça? Je pense que le lundi, des émeutes, dès le lundi, le ministre ils occuperont la rue. Qui jouera quoi que ce soit. Hitler. Il pourra instaurer une loi martiale et faire intervenir une armée étrangère sous le sol français. Il aura la capacité de le faire sous prétexte de ramener l'ordre. Et c'est lui qui gagnera parce que même le ministre de l'Intérieur RN sera, mis sur le fait qu'il n'a pas pu régler le problème. Donc il ne faut pas voter RN alors? Si, il faut voter RN. Je sais pas, là, on dirait que la RN va arriver, ça va être le bordel. Oui, non, mais en fait, on sous-estime ce que c'est Macron. C'est ça. C'est imaginer 5 minutes qui va croire à un jeu démocratique et au vote du peuple français qui n'est pas... Franck, je m'entends. Oui, mais t'as 4 minutes de plus que Franck. À peine. Vas-y. C'est des petites minutes. Mais ça passe très vite. Encore une fois, on peut penser que Macron le joue comme ça et l'imagine comme ça. Si on reste sur cette idée-là, on fait rien, on n'avance pas. On fait quoi? On se présente pas aux législatives, on laisse Macron garder le pouvoir et puis... on n'a jamais dit ça. Non, bien sûr, non, mais j'imagine tout. Donc, il nous faut cette majorité absolue parce qu'encore une fois, admettons, il prend la loi martiale et tout ça. J'y crois pas une seconde, j'y crois pas une seule seconde, mais admettons, on a quand même le gouvernement qui sera là et il pourra pas dire j'ai pris la loi martiale, c'est la faute du gouvernement. Non, ça c'est pas possible. Encore une fois, les gens se renseignent un petit peu aujourd'hui. Donc, il nous faut, encore une fois, les gens se renseignent quand il y a un Internet, quand il y a... il nous faut cette force, il nous faut encore une fois cette force à l'Assemblée nationale pour que justement on ne puisse pas passer au-dessus de nous et au-dessus du peuple français. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle. On appelle le peuple français à avoir un gouvernement qui suivra et qui fera en sorte qu'il aille mieux et aussi de le protéger s'il y a des événements qui font qu'il faut. Mais est-ce que vous êtes prêts, vous, au RN? Est-ce que vous avez un ministre d'Intérieur, de l'économie, vous avez un haut fonctionnaire, ceci à Bercy, vous avez un préfet, machin chose? Il n'y aura pas de scoop ce soir sur les noms ministériels. Non, je dis pas ça. Je dis, est-ce que vous êtes prêts? C'est-à-dire que le 8 juillet, par exemple, il y a un gouvernement RN, est-ce que le RN est prêt à gouverner, contrairement à ce que dit le système? Oui, mais le système, on le voit, eux, ils y étaient au pouvoir. Par contre, on voit comment ils ont gouverné. Donc non, on y est prêt. Le RN s'y prépare depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on a réussi, on a parlé aux Français, les Français nous ont suivis d'une façon très large, et donc notre devoir aussi, c'était de se préparer à la suite. Et bien évidemment, on est prêt. Est-ce que j'aimerais juste ajouter quelque chose dans le débat et sous l'autorité donc de notre haut fonctionnaire qui connaît parfaitement ces choses-là. Je te corrigerai si c'est faux. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas. Mais oui, mais bien sûr, il y a quelque chose qui n'a pas été intégré dans cette affaire.
c'est le temps de la passation du pouvoir. Ce n'est pas le dimanche qu'il y a une élection, le temps d'ailleurs que les résultats officiels, le lendemain peut-être, soient décrétés par le ministère de l'Intérieur, sans parler de tous les recours qu'il va y avoir. Ce n'est, le surlendemain, il n'y aura pas Bardella Premier ministre. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette période intermédiaire, face à des gens qui disent « c'est Hitler qui a gagné, on est en 33, et il ne faut pas laisser Hitler gagner parce que les Français... soit ont été floués, soit il y a une tricherie, enfin tout est possible, en tout cas, ils contesteront les résultats. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette période courte, mais essentielle, déterminante, entre le moment où le suffrage va avoir lieu et où il y aura réellement une nouvelle assemblée, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Tout ça ne se fait pas en 24 heures, et je pense que les autres vont vouloir... tout de suite. Et là, seul Macron sera aux commandes. Seul Macron sera aux commandes. Est-ce que j'ai tort ? Oui. Ah, oui, bien sûr. Bon, j'ai tort. Mais oui, parce que ça, bon, d'abord, c'est quand même assez rapide. Et deuxièmement, rapide, c'est-à-dire combien de temps ? mais assez rapide, ça prend une semaine, 15 jours. Et deuxièmement, il y a une mais bien sûr, c'est très rapide. Il y a du temps. Et deuxièmement, toute émeute, tout désordre, tout chaos qui apparaîtra après, au soir du deuxième tour des élections législatives, comme un refus du résultat, renforcera le Rassemblement national. Et je pense que le problème pour le Rassemblement national n'est pas du tout à ce moment-là. Même avec la majorité absolue. Mais ça viendra avec le temps. Et l'usure, mais une usure rapide. Oui. C'est-à-dire que les problèmes budgétaires vont très vite revenir. Et ils ont beau dire que voilà, on va faire un audit, etc. Mais bon, il y aura effectivement des attaques sur les marchés financiers. Il y aura une extrême difficulté à voter le budget. Il faudra passer au 49.3. Et là, tout le monde va se marrer en disant ils sont obligés de faire le 49.3 comme les autres. Les médias. Mais parce que ça, t'as décrété. Les médias. Il n'y aura pas de 49.3 s'il y a une majorité il y aura le Sénat et il y aura le Sénat. Bon, donc c'est l'hypothèse de Et il y aura le Sénat qui va ralentir énormément les choses. Et puis il y aura un acteur dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel. On va en parler après. Mais c'est extrêmement important. Que des amis du RN. On va en parler. Page de publicité. Allez, tout de suite. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Chez GP, nous aussi on assume nos positions politiquement incorrectes. D'ailleurs, toutes les informations les plus sulfureuses sur les sujets clés de la politique et de l'économie sont dans notre revue mensuelle, avec bien sûr toutes nos stratégies financières pour lutter contre ce système. Vivez l'expérience inédite d'une lecture dissidente. Attention, tout abus de contenu dissident comporte des risques, parlez-en à votre médecin.